43 millions d'habitants, regroupant plusieurs ethnies réparties sur 71 provinces, entourées par la Birmanie, le Laos, le Cambodge et la Malaisie, c'est la Thaïlande. C'est par la route conduisant de Bangkok à Chiang Mai, longue de 700 km, que nous pénétrons en Thaïlande. Nous avons choisi de découvrir le nord de ce pays, c'est parce qu'il regroupe, pour des raisons politiques, agricoles et géographiques, les minorités ethniques, soit environ 20% de la population. Le climat chaud et humide d'avril, 40 degrés environ, les peaux bronzées, les yeux bridés et les vélos pousse-pousse trahissent l'origine de la région traversée. Nous sommes bien en Asie. La découverte du Nord, après avoir rallié Chiang Mai, va essentiellement consister à rallier la ville de Phang à la ville de Chiang Rai. C'est le souvenir d'une ville artisanale que nous laissera la ville de Chiang Mai. Tout d'abord, nous découvrirons des fabriques d'ombrelles. Multicolores et qui sont effectuées soit sur papier, soit sur soie. Après les ombrelles, nous nous rendrons directement chez un fabricant d'objets laqués. Et à cette occasion, nous découvrirons les secrets de la fabrication. La base de la plupart des objets laqués est faite de fibres tissées. Après la mise en forme de l'objet désiré, on applique plusieurs couches de laque. Puis on laisse sécher. L'on ponce, l'on repasse plusieurs couches de laque, l'on ponce à nouveau, ainsi de suite. À la fin, l'on obtient l'objet parfait. De Chiang Mai, un peu au nord, Doi Suthep est le nom d'un temple construit au XIVe siècle par le roi Kuena. Diverses tribus indigènes, dont la majorité sont d'origine méo, se regroupent au pied du monumental escalier donnant accès au temple. Escalier qui est bordé de deux rampes représentant deux beaux et très longs najas. Le choix de ce site pour élever un temple afin d'y déposer les reliques de Bouddha est dû assez curieusement à un éléphant. En effet, le roi Kuena, qui avait déjà construit en 1383 un temple conservant une des deux moitiés des reliques de Bouddha, cherchait un endroit pour enterrer l'autre moitié. Le roi eut l'idée de confier à un éléphant blanc le soin de terminer le site où la relique serait déposée. Apparemment, l'animal choisit Doi Suthep et mourut sur les lieux mêmes de son choix, lorsqu'on détacha de son dos la précieuse relique. Doi Suthep est considéré comme un temple et surtout un monastère où viennent chaque année de nombreux pèlerins bouddhistes. Le centre du monastère est occupé par une grande pagode de pierre pointue appelée Chedi. Et c'est dans ce Chedi qu'est conservée une partie des reliques de Bouddha. Tout autour de la pagode centrale s'élève un cloître
habitants de petits sanctuaires où viennent prier et se recueillir les pèlerins bouddhistes. Sur les parois du cloître sont visibles des fresques dépeignant la vie de Bouddha. De nombreuses statues dorées le représentant sont également visibles. Wat Suthep, par son style, nous fait penser au merveilleux temple birman. De Taton, que nous partons vers Bang Mai afin de découvrir notre premier village Lisu. Pour atteindre Bang Mai, nous devons emprunter la rivière Moe Kok. Nous embarquons donc à bord d'une pirogue. Après avoir débarqué sur une des rives de la rivière Moe Kok, nous traversons, un peu sans le savoir, tantôt un village Lao, tantôt un village Lisu. Pourtant, hormis leurs origines tibéto-birmanes, ces deux tribus se distinguent très bien. Par exemple, par leurs costumes et leurs habitations. Si le costume est très coloré, il est Lisu. Si la maison est sur pilotis, elle est Lao. D'un village à l'autre, chacun vaque à ses occupations. Et au son de la musique d'un barde, Lisu, nous assistons à la transformation de feuilles vertes de tabac, qui, une fois hachées, sont étalées sous le soleil afin d'obtenir leur séchage. Quand le village Lisu, c'est vers un village KMT que nous décidons de marcher. Ces trois lettres KMT sont l'abrégé de Komintang. Les habitants de ces villages font en effet partie des 1400 rescapés qui ont suivi la retraite du 93e bataillon d'infanterie de Chiang Kai-shek, bataillon commandé par les généraux Tuan et Lee. La forêt que nous traversons, en partie brûlée, abrite la culture du pavot. À ce sujet, indiquons que la CIA soutient une partie du bataillon du Komintang dans une petite guérilla en Birmanie
contre les maquis communistes. Le véritable objectif non avoué, c'est la lutte pour l'opium et son trafic. Découvrons le village du Komintang. La plupart de ces villages vivent grâce au pavot ou à l'opium, bien que ses habitants ne le cultivent pas essentiellement. Les hommes du Komintang se sont en effet spécialisés dans l'escorte des convois de pavots. Lequel pavot est produit principalement par les tribus Méo, Yao ou Aka. Pour l'heure, il nous a paru intéressant de regarder la méthode d'irrigation dans certains de ces villages. L'eau est acheminée à l'intérieur de bambous couverts par la moitié. L'eau canalisée peut servir également à piler le riz. Après le village KMT, c'est en direction d'une tribu productrice de pavots, la tribu des Aka, que nous faisons route. La marche est longue et dure, car les villages Aka sont généralement situés dans les parties supérieures des collines, au-dessus de 1000 mètres, à l'écart des grandes pistes. Superstitieux, les Aka protègent l'entrée de leur village par des portiques ou des poteaux qui doivent éloigner les esprits malfaisants. Leur isolement sur les sommets des collines les conduisent à être également loin de l'eau, d'où l'aspect sale qu'ils présentent. Ne dit-on pas à leur sujet qu'ils ne se lavent que 2 fois par an? Les femmes généralement fument la pipe et portent curieusement des coiffures ornées de pièces de métal et de perles fantaisie. Les femmes se distinguent aussi par des mini-jupes, ornées également de pièces de métal. Dans le village Aka, notre route nous mène vers une forêt plus dense où nous avons décidé de passer la nuit. Ayant trouvé l'endroit adéquat pour installer notre campement, nous vous invitons à assister à la construction d'un refuge édifié entièrement en bambou avec un toit de feuilles de bananier. D'abord la charpente. Parallèlement, le souper se prépare.
plancher est installé. L'arrivée de feuilles de bananier permettra de compléter par le toit. Voilà, le refuge est terminé et nous allons passer une très bonne nuit sous un beau clair de lune, bercé par les incantations de nos porteurs, regroupés autour d'un feu de bois. La tribu des Yao, que nous allons découvrir après celle des Akas, vit également principalement de la culture de l'opium. En dehors de l'opium, les Yao font aussi du papier de riz, de l'argenterie et de la broderie. Cette dernière activité étant la principale occupation des femmes. Le costume des femmes est très typique grâce à un grand turban et un col rouge façon fourrure. La population Yao est estimée à 25 000 en Thaïlande et l'origine exacte de leur langue reste une énigme. Ils sont animistes et vénèrent leurs ancêtres en leur sacrifiant des poulets ou des cochons, ce qui explique peut-être le soin de l'élevage donné à ces derniers. Après le village Yao, notre incursion dans le triangle d'or s'achève. Et après plusieurs heures de marche, nous rejoignons la campagne thaïlandaise. La campagne thaïlandaise ne manque pas à nos yeux d'intérêt lorsque nous attardons sur la façon encore très précaire de travailler la terre avec un socle de bois, tiré par un buffle d'Asie. Ayant quitté définitivement les villages indigènes de Thaïlande, du Nord, nous avons choisi de faire une halte dans un village communément appelé mixte, car il regroupe assez curieusement diverses tribus, confrontant leurs coutumes, et qui semblent les mêmes quant à la manière de construire leurs habitations. Parmi les Laous, les Lissous et les Akas, nous allons pour un temps devenir des animistes, en sacrifiant 2 cochons de lait que vont nous préparer guides et porteurs, sous les regards curieux de divers indigènes, mais surtout, comme ici, les Akas. Les Akas semblent les plus intéressés, c'est peut-être, rappelons-le, que l'on dit à leur sujet qu'ils ne se lavent que 2 fois par an. Alors voir laver et gratter des cochons peuvent les étonner.
pourrons pas participer à notre festin. Par contre, nous vous entraînons à nouveau plus au nord, vers Chengsaen, après avoir toutefois fait une halte au poste frontière birman situé à Mae Sai. Chengsaen est un peu le bout du monde, coincé entre le Laos et la Birmanie, dont elle n'est séparée que par le Mékong. Cette ville, très en ruine, offre des allées ombragées et quelques vestiges du Xe et XIIe siècle, comme des chedis et des temples bouddhistes. Apparemment, les prières bouddhistes ne semblent guère entendues sur cette rive du Mékong, car la veille de notre arrivée, des tirs de mortier venus d'en face, qui est la rive laotienne, ont obligé les habitants à creuser des tranchées. Heureusement, la Birmanie, dont on distingue quelques montagnes à l'horizon, présente actuellement une frontière plus calme. Dans cette région agitée du nord, nous allons entamer notre retour vers le sud et découvrir de notre voiture une certaine animation annonçant la préparation de la prochaine fête de l'eau. N'oublierons pas de nous arrêter à Chiang Rai, ancienne capitale du royaume de Thaïlande, connue surtout actuellement pour son marché. À Chiang Rai comme ailleurs, les temples bouddhistes sont nombreux. Près de Chiang Rai, c'est la grande descente vers le sud, avec une halte à Nakhon Pathom, célèbre pour son chedi, le plus grand de Thaïlande. Il mesure en effet 127 mètres de haut et 98 mètres de diamètre à la base. Le sanctuaire est entouré d'un cloître circulaire abritant 4 chapelles. Le chedi actuellement en cours de restauration nous permet quand même d'admirer les tuiles vernissées de Chine qui le recouvrent. À l'intérieur des 4 chapelles abrite le cloître circulaire. Nous retrouvons des objets et des fresques retraçant la vie de Bouddha.
kilomètres de Nakhon Pathom se trouve l'un des plus beaux marchés flottants des environs de Bangkok. Et nous vous invitons à vous promener sur ces canaux, qui portent ici le nom de Klong. Le marché flottant se trouve à Dam Noen, Saduak, et se compose de ce que nous pourrions appeler des avenues et des rues, au bord desquelles et sur lesquelles toutes les ventes concernant surtout l'alimentation s'effectuent. Les boutiques sur pilotis, édifiées sur les bords des Klong, abritent soit des restaurants, soit tous les autres commerces habituellement visibles dans une ville ordinaire. Les eaux des Klong étant surtout réservées, comme nous vous l'avons dit précédemment, à l'alimentation. Partons à présent le très beau marché flottant de Dam Noen Saduak pour découvrir Bangkok, la capitale de la Thaïlande et dernière étape de notre voyage. Bangkok est réputée pour ses embouteillages. Cette ville possède également un quartier chinois. Des marchés très pittoresques. De nombreux temples à la gloire de Bouddha. Le Golden Temple, qui renferme un Bouddha d'or, est un vivant exemple de l'importance du bouddhisme en ce pays.
nuit tombant sur Bangkok et ses divers quartiers, nous avons choisi, pour terminer notre séjour, de traverser le quartier chaud de Bangkok, le Pigalle de là-bas, pour aller assister à des danses typiquement thaïlandaises. Les arts populaires thaïlandais se divisent en plusieurs classes. Citons le Lakon, théâtre chorégraphique. Comme pour toutes les danses, les costumes sont très décorés. Par ailleurs, ici, les coiffures sont rehaussées de strass. Indiquons au passage que les combats de sabre font également partie de l'art thaïlandais. Le Khon est une autre forme de l'art populaire, et les acteurs, portant des masques, racontent des drames tirés d'anciens poèmes inspirés du Ramayana. Ces danses sont le récit très moral de la victoire de l'homme sur les puissances du mal, les principaux personnages étant Shiva, Ravana et les singes amis des hommes. Enfin, nous avons choisi de quitter la Thaïlande sur une danse Haka, en espérant que cet aperçu sur ce pays vous aura donné l'envie à votre tour d'y voyager.